La télé d'ici reçoit ce soir deux pure players qui ont pignon sur rue sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Thierry Kofi, administrateur de l'Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire, et Hassan Koulibaly, à l'initiative du projet Police Secours. On reviendra évidemment sur la lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules, notamment en cette période sensible préélectorale 2020. En deuxième tableau, on parlera d'une tendance qui a germé il y a de cela quelques années seulement, le coaching en développement personnel. Priska Kwaku et Régis Hamon nous en parleront. Est-ce quelque chose d'assez prouvé? Est-ce que quelque chose qui marche finalement ou est-ce plutôt du fake? Ça promet, on en parle. Et puis pour le volet artistique, coup de projecteur sur celui qui jusqu'ici était au cœur du band de la télé d'ici. Ce soir, il est au devant de la scène. C'est Andy, artiste aux influences blues, qui nous fera montre de son talent sur la scène de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur la première chaîne de télévision privée NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne de 18h45 à 19h45 du lundi au vendredi. Ce soir, en premier tableau, on parle de deux plateformes incontournables désormais sur Facebook, en tout cas en Côte d'Ivoire. C'est évidemment Police Secours et Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire. Thierry Kofi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Non, mais c'est naturel. Bon, d'accord. Heureux de l'entendre. Merci à Hassan Koulibaly également de nous rejoindre. Bonsoir, Cheikh. Qui arbore donc ce t-shirt flanqué de Police Secours. Voilà, bon. Ouais, Police Secours. Ouais. Autrement, ça s'appelle de... C'est pas de la pub, non. Pas du tout. Ça va, princesse? Très bien, merci, chef. Pierre, ça va? Ça va, merci. Police Secours, 380 000 membres. ODCI, Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire, 402 000 membres, approximativement. C'est ça. Est-ce que vous mesurez ou est-ce que vous comprenez votre succès? Voilà pour tous les deux. Hassan. Alors, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci à la télé NCI, la télé, a fait l'émission La télé d'ici. Ouais. Police Secours, en fait, nous, on vient tous de ODCI, le premier groupe Facebook créé lors des élections de 2010. Voilà, donc on crée le groupe et il y avait le besoin. Donc aujourd'hui, le succès... Bon, on ne parle pas de succès, on s'est dit les Ivoiriens avaient vraiment besoin de ça, d'être proches de leur service de secours. Donc il fallait créer cette plateforme pour rapprocher davantage les populations des services de secours. D'accord. Donc les populations, nous souhaitons encore que d'autres personnes viennent et que... Voilà. Thierry Kofi, vous comprenez ce boom? Oui, c'était un besoin, je pense. Quand on a créé, c'était en 2009, quand on a créé cette plateforme-là, au début c'était sur ma page personnelle. Et les amis venaient parler, on échangeait sur la situation. Et on a constaté qu'à force d'échanger, on comprenait mieux ce qui se passait. D'accord. Et donc, pour rapprocher ce qui est trop éloigné, parce qu'une démocratie, ce n'est pas la guerre, on a pensé qu'il était utile de mettre une plateforme pour que les populations puissent échanger et que l'adversité physique devienne une adversité verbale. Alors, vos pages sont administrées avec des règles bien précises. C'est quoi les règles, globalement parlant, Thierry Kofi? Bon, nous avons directement démarré le 11 novembre 2010, quand on a migré de la page personnelle au groupe Facebook qui est connu aujourd'hui. On a mis une charte en place. Elle a été élaborée par une vingtaine de personnes et elle a été élaborée en fonction des besoins du moment. Ça veut dire chaque jour, quand il y avait des nouvelles situations qui se présentaient, il y a un update qui est fait. On faisait des updates. Le dernier update date d'hier ou d'avant-hier. D'accord. Voilà, où on a introduit quelque chose... Qui correspond à la période dont vous parliez précédemment. D'accord. Donc il est utile de faire des updates réguliers. Mais les 2 ou 3 premières années, les 21 premiers articles avaient été écrits comme ça. D'accord. Autrement dit, on ne publie pas pour publier. Faut évidemment, quand ça ne rentre pas dans la charte, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une sanction qui est prise immédiatement.
enfin immédiatement, quand la faute est connue, Oui. il faut dire qu'on a 8 200 000 interactions par cycle de 28 jours. D'accord. Donc, on ne peut pas, à chaque seconde, maîtriser les flux. Mais quand on a connaissance, on a des mots-clés, on a beaucoup de choses. Quand on a connaissance d'un problème, on agit immédiatement. D'accord. Quand vous dites Voilà. on, c'est une équipe de combien de membres? De 25 personnes à peu près. Ah, quand même. Oui. Et réparties à travers le monde. D'accord. On a des administrateurs qui sont en Russie, il y en a qui sont en Chine, il y en a qui sont au Canada, États-Unis, Europe, il y en a qui sont ailleurs, en Afrique, pour justement avoir une couverture 24 heures sur 24. C'est du bénévolat ou C'est c'est du des personnes bénévolat rémunérées? absolu. D'accord. C'est du bénévolat et vraiment, je voudrais remercier les admins qui jouent le jeu, qui se font insulter tous les jours, avec moi-même aussi. J'imagine. Mais ils le font vraiment avec tellement de... Et ça, c'est l'amour que les Ivoiriens ont pour leur propre pays. D'accord. Il faudrait les féliciter. D'accord. Alors, Hassan Koulibaly, pour ceux qui ne feraient pas partie des 380 000 membres, c'est quoi la mécanique? Comment ça fonctionne? C'est quoi le principe de police secours? Alors nous, on a également une charte, mais nous avons une page et un groupe. Donc vous pouvez ne pas faire partie du groupe, mais vous pouvez liker la page, vous pouvez être sur la page. Et nous avons mis une action sur la page, en fait. De la page, vous pouvez joindre directement les secours. D'accord. Nous transmettons les informations d'ordre sécuritaire aux services compétents. Donc vous êtes membre du groupe. Si vous êtes victime ou témoin d'un fait, vous publiez sur la page et nous transmettons. Donc il y a une passerelle avec les forces de police? Avec les forces de police. Aujourd'hui, ils sont eux-mêmes présents. D'accord. Voilà, sur la plateforme, Okay. En tant que modérateur où ils suivent de loin. Donc les pompiers sont là, la police est là, la gendarmerie est là. Donc quand il y a une publication qui les concerne, automatiquement ils réagissent. Alors, même question pour Thierry Kofi. Il y a une équipe derrière, et fonctionne Oui, comment cette nous équipe? C'est sommes combien de membres? Au total, 12 personnes. D'accord. Voilà, donc administrateurs et modérateurs, et c'est du bénévolat également. Et nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, ces services-là de police et de gendarmerie qui nous accompagnent, qui suivent toutes les publications qui arrivent sur Police Secours. D'accord. Il y a une nouvelle loi qui a été prise sur justement la communication, sur tout ce qui est plateforme des réseaux sociaux, qui a été d'ailleurs confirmée par le procureur de la République, Adou Richard, qui rappelait en fait que les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Bien au contraire, les choses devraient être faites dans la règle de l'art. Est-ce que vous mesurez la responsabilité qui est la vôtre? Pour parler très concrètement, un membre qui publie des informations assez graves, qui fait des fake news, qui publie des fake news et tout, la réalité, enfin la responsabilité, elle incombe à qui du moins en premier ressort? À vous ou à celui qui publie? À celui qui À publie. celui qui publie. Ah, mais vous êtes propriétaire de la plateforme. Justement, publie, c'est une question qui est très importante à comprendre. Je pense que notre responsabilité en tant qu'administrateur est engagée si on est informé et qu'on ne fait rien. D'accord. Mais on ne peut pas, à chaque seconde, pendant que je suis en train de vous parler, il y a des publications qui sont en train de sortir. Mais des centaines de publications qui sont en train de sortir. Si elles sont signalées et qu'on ne réagit pas, on est co-responsable. Parce qu'il y a une preuve qu'on nous a signalé qu'il y a un problème et on n'a rien fait. Mais on ne peut pas par avance, parce que vous savez comment on parle le jeu des captures. Dès que quelqu'un publie quelque chose, il y en a qui font des captures et qui rediffusent ailleurs. Et nous, on a déjà supprimé. Deuxième fait très important, vous pouvez supprimer la publication. Si vous ne redémarrez pas une nouvelle session, elle est toujours là sur vos écrans. D'accord. Donc, ça fait qu'on a beau faire du mieux qu'on peut, il y aura toujours une trace qui va repartir ailleurs. Mais notre responsabilité, ça je pense que le procureur le sait, parce qu'on a eu plusieurs fois des séances de travail avec lui, notre responsabilité est engagée dès lors qu'on a été prévenu et qu'on n'a pas réagi. Mais sinon, en premier ressort, celui qui publie, il est son premier responsable et il a une adresse IP. D'accord. Il n'est pas inconnu. Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, vous le savez, a été auditionné par le Congrès américain. Il a été également auditionné par la Commission de l'Union européenne. C'est évidemment des questions hyper sensibles. Nous suivons cette actualité-là et nos chartes tiennent compte de tout ça. Et c'est pour ça que tous les jours, on a toujours des petites sanctions qui passent là, 3 jours, 7 jours. C'est normal parce que les nouveaux adhérents ne connaissent pas toujours les règles et tout ça. D'accord. Mais il faut dire que c'est un processus progressif et responsable. On approche une période assez sensible quand même. C'est la période électorale pour la présidentielle de 2020. Il y a quelques jours de cela, une fake news s'est promenée sur la toile, prêtant des mots aux chefs de la communauté musulmane qui ne sont pas de lui. Est-ce que, du coup, à votre niveau, vous redoublez de vigilance
pour tenir compte de la sensibilité du contexte? Bien sûr. Sur nos différentes plateformes, d'abord, nous faisons de la sensibilisation. Parce qu'il ne suffit pas il faut pas tout le temps taper, il faut sensibiliser, il faut parler aux membres, il faut leur dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et la charte des différents forums et des différents groupes le disent déjà. Alors, on se prépare à cela. On sait qu'il y aura forcément des fake news qui vont venir et tout, mais comment canaliser, comment sensibiliser les membres là-dessus, ça, c'est notre responsabilité, on le fait et tout. Moi, je dirais pour ma part qu'on a une écoute active. Et généralement, au bout de 2 ou 3 jours, la fake news, elle est complètement tuée par les réseaux sociaux. La vérité finit toujours par ressurgir. Par le jeu, justement, de ça. Parce qu'il y a des processus adversaires entre ceux qui défendent la fake news et ceux qui viennent confirmer. Donc, in fine, c'est un peu ce qu'on appelait à l'époque Radio Trècheville. In fine, la vérité finit toujours par ressortir à travers les mêmes réseaux sociaux. C'est cela. Elle est traquée, la fake news. Donc pour vous, jusqu'où va la liberté d'expression? Pour moi, la liberté d'expression s'arrête où commence celle des autres, comme on dit toujours. Je suis totalement contre la liberté d'expression absolue. Tout le monde me connaît, même sur le forum. Alors, je suis un petit dictateur sur le forum. Et je dis toujours, je ne cherche aucun poste électif, donc je m'en fous. C'est ce que je leur dis tout le temps, pour leur dire, mon seul objectif, c'est la bonne tenue de ce forum-là. Mais vous savez, les gens arrivent, des fois, les nouveaux arrivants, ils n'ont pas beaucoup de règles dans la tête. Et c'est normal, c'est la jeunesse, c'est normal qu'il y ait cette petite surchauffe-là. Il ne faut pas voir ça en quelque chose de trop grave. C'est le reflet du dynamisme de notre jeunesse, c'est le reflet des aspirations inassouvies, c'est beaucoup de choses. Nous, on doit les encadrer, les accompagner, les sensibiliser, les raisonner, et puis la fête continue. Donc c'est un processus qu'on connaît bien. On a traversé déjà pas mal de choses assez... Malheureusement, on a traversé la fameuse crise post-électorale. À l'époque, on était 2000. Pendant la période de la crise, on est passé de 2000 à 8000 à l'époque. Et on a vécu la crise au quotidien. On est même détenteur de beaucoup d'informations. Nos inbox sont chargés. On a le rôle de modérer et de doser. Et de doser. Voilà. Alors justement, on en parle de ce contexte électoral. Il y a eu plusieurs cas, récemment avec les élections aux États-Unis, également en France. On a parlé d'influence de pays étrangers sur des élections. Est-ce que vous ressentez cette pression-là sur vos plateformes de personnes qui tentent d'influencer des courants de pensée? On peut le percevoir, oui. Avec beaucoup de recul analytique, on peut percevoir cette volonté-là quand on fait des analyses géopolitiques internationales. Le monde est en train de revenir vers sa version initiale avant 1990. On est en train d'avoir 2 grands groupes qui sont en train de se concentrer tout doucement. Le bipolarisme est en train de revenir. Et on voit l'expansion de la Turquie, on voit les velléités donc, du président turc de redonner la grandeur à son empire. On sent l'Europe qui est en train de chercher à résister à tout ça. On sent l'Amérique qui est en train de devenir un peu protectionniste et la Chine qui veut reprendre son leadership. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine était le plus grand pays du monde pendant des centaines, sinon même des milliers d'années. On sent toutes ces influences-là parce que l'Afrique est un enjeu. L'Afrique est un énorme enjeu géopolitique. Et on en ressent des petites prémices. Et donc nous sommes toujours à l'écoute de toutes ces petites choses-là. Et comme je le disais, à travers nos inbox qui sont moins publics, plus spécialisés, on a plusieurs inbox qui sont avec, je pense, des autorités qui sont là sous forme d'avatar et tout ça. Et donc il y a des échanges de haut niveau que les gens n'imaginent même pas. D'accord. Alors, Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pardon. Il y a tellement de clones. Il y en a tellement. Oui. Alors, est-ce que vous le créez parce que vous réalisez qu'il n'y a pas de débat d'idées et plutôt des accointances ethniques? Est-ce que vous vouliez mettre en avant les idées? Exactement. Il faut un lien. C'était pour créer du lien entre ce qui avait été artificiellement séparé. Vu mon âge, j'avais assez de recul pour voir vers où on risquait d'aller, avec les confrontations qui étaient devenues violentes. 2009, 2010, surtout 2010, 2011, ça a été pas assez difficile. Il fallait pouvoir rapprocher les gens
Je vais vous raconter, juste sans donner de nom, je vais vous raconter une scène que j'ai vécue. Quand il y avait les attaques contre l'hôtel du Golfe, il y avait des membres de l'ODCI qui étaient du côté des assaillants et du côté des gens qui étaient à l'hôtel du Golfe. Mais ils se retrouvaient sur l'ODCI en train de parler. Et moi, j'avais l'information parce qu'ils avaient un ami commun qui était aux États-Unis qui m'a dit, tonton Thierry, les deux qui sont en train d'échanger là, ce sont des amis, ils ne savent même pas. Parce qu'ils étaient tous les deux sous forme d'avatar. Donc, tellement c'était complexe, il y avait deux amis qui étaient en train, un attaquait l'autre sans même savoir qu'ils étaient des amis en fait. Et c'est à travers celui qui était aux États-Unis que moi j'ai su, et j'ai pu les rabibocher, à faire baisser la température. Et donc, effectivement, j'avais cette sensation qu'il fallait absolument provoquer ce dialogue-là pour ramener les débats sur le virtuel progressivement pour calmer les clivages qui s'étaient trop approfondis. Allez-y, princesse. Donc aujourd'hui, vous considérez votre plateforme comme un reflet de toute la Côte d'Ivoire sous toute sa splendeur? Il n'a pas fait de sondage, il ne sait pas. Mais c'est quand même, c'est pas un reflet de tout, mais c'est quand même un reflet, je dirais, assez fidèle de la situation. Quand ça se relaxe, on sent cette relaxe. Quand ça se tend, on sent cette tension. Et on essaye d'être vraiment à l'écoute et on essaye d'avoir un rôle modérateur sur tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut publier sur vos pages? Qu'est-ce qu'il ne faut pas publier? Qu'est-ce qu'il ne faut pas plutôt? Il ne faut pas publier en dehors des 22 articles de la charte. Et là, j'invite tout le monde à aller prendre connaissance. Est-ce que quand on publie des blagues, par exemple, ça marche? Ça dépend des blagues. Parce que je suis allé tout à l'heure sur la page, j'ai vu des screenshots, effectivement. Oui. On a pensé que c'était plutôt des sujets un peu plus sérieux, économiques, politiques. Ceux-là, on essaye de les nettoyer au maximum. Mais ça aussi, en fait, c'est un signe. Quand vous voyez des gens qui font de l'autodérision tout le temps, c'est un signe de détresse psychologique, souvent. Quand vous voyez des gens qui passent toute leur vie à s'amuser, c'est parce qu'ils ne prennent plus rien au sérieux. D'accord. Et justement, c'est pour ça que souvent... Je suis certainement en détresse, alors. Non, je passe mon temps à faire des posts pour essayer de recadrer. Je laisse... On fait des périodes... On alterne des périodes de relax et des périodes d'hyper-régulation pour que les gens prennent conscience de certaines choses et pour qu'il y ait une évolution globale. D'accord. Mais l'ironie en permanence, ce n'est pas non plus souhaité. D'accord. Bon, ok. Sauf si elle est porteuse de messages. D'accord. Hassan, qu'est-ce qu'il ne faut pas publier? Je sais pas, moi. Pour nous, c'est simple, hein, parce que nous, on a une ligne que ce sont des alertes sécuritaires. Donc, s'il n'y a pas d'alerte sécuritaire, ce n'est pas la peine de... Est-ce que c'est toujours avéré, ce qui est publié? Nous vérifions. Non, parce que prenons juste le cas des sapeurs-pompiers, hein, le 180, quand on appelle, il y a beaucoup d'appels fantaisistes. Bien sûr, on a aussi des publications malveillantes tout le temps, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes obligés de vérifier l'information. Et quand l'information n'est pas confirmée, on essaie de sanctionner le membre. D'accord. Parce que c'est des services de secours qui se déplacent, qui vont sur le lieu indiqué. Et puis malheureusement, sur place, il n'y a pas de... Donc ça, c'est des publications à ne pas faire. D'accord. Vous venez d'être désigné meilleure page de l'Afrique de l'Ouest, je crois. J'ai vu une distinction. Oui, le groupe le plus influent. Le groupe le plus influent d'Afrique subsaharienne, sur la base. C'est à saluer, je pense. Merci beaucoup. Vous avez, comme on rappelait, deux plateformes très influentes. Alors vous allez coopérer avec les services de police, de gendarmerie. Est-ce que ça a été compliqué de créer un cadre légal pour vous intégrer à cet appareil-là, justement? Est-ce qu'il y a une crispation de voir une société civile qui s'immisce de plus en plus dans le débat et dans l'action? Bien sûr. Beaucoup compliqué parce qu'il fallait faire comprendre l'idée. Au service de police, parce que vous savez, il y a le monde civil et il y a le monde militaire. Donc des civils parce qu'il faut préciser que nous sommes des civils, nous sommes des bénévoles, donc qui rentrent dans le monde militaire pour leur donner des informations. Déjà, c'est bon, ils acceptent les informations, mais très souvent aussi, ils sont attaqués parce que un citoyen qui est victime de racket ou d'une action, d'un ripou, la police pense que nous avons créé cette plateforme pour les attaquer. Par contre, la population aussi, quand ils attaquent un policier ou un gendarme
sans preuve et qu'on sanctionne la population s'est dit que non, c'est une plateforme qui a été créée pour parler bien que des policiers. C'est cela. Donc, voilà. C'est un équilibre à Voilà. trouver. Mais c'est quand même difficile de faire comprendre aux militaires que des civils vont entrer dans votre système et vont collaborer avec vous. Voilà. Mais ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui ça va. Les responsables de police et des ministères ont compris le bien fondé de la plateforme et puis bon, ça Donc c'est fonctionne. encadré légalement, il y a des lois qui sont sorties qui vous permettent d'exister, de faire cette Nous avons collaboration. une association légalement constituée et l'association fonctionne bien. Donc légalement nous sommes constitués par une association. D'accord. Je regarde peut-être un peu trop les films, hein, mais est-ce que vous avez des policiers corrompus? Qui font quoi? Qui bossent avec eux ou? Oui, peut-être Avec nous qui vont pas. Oui, voilà, qui vont. Si quelqu'un va à l'encontre, je dirais, des opinions ou quelque chose comme ça, la personne dit ouais, j'aime pas cette personne, donc il n'y a pas de policiers corrompus. Non, Vous savez, comme c'est des bénévoles, ils peuvent. vous savez comment on le dit. Bon, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas bien perçu votre question. J'ai pas bien Non, mais est-ce qu'il y a des policiers corrompus, c'est tout? Ben, comme dans toute corporation, voilà, il y a des médecins corrompus, il y a des instituteurs corrompus. Donc, forcément, il doit y avoir des policiers corrompus. J'en connais pas, heureusement. Alors, je vois 100 et 111, c'est le numéro de la police. Hein. C'est des numéros de la police avec le 20 25 00 40, c'est des D'accord. numéros de secours. Le 20 25 00 40, c'est le numéro qu'on donne à tous les membres parce que c'est le numéro du centre Minos. Le centre Minos, en fait, c'est un centre qui regroupe dans une même salle la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et le CCDO. D'accord. Donc c'est bien d'appeler ce numéro directement. Vous aviez, en fonction de votre requête, la structure qui est concernée prend en charge en même temps. Alors, je ne sais pas si j'ai posé cette question, mais c'était quoi le but au départ en créant Police Secours? C'est parti d'un constat, j'imagine. C'est parti d'un constat. Le besoin était là parce que après la crise post-électorale, on avait remarqué que les populations n'avaient plus confiance en leur service de secours. D'accord. Alors, un citoyen pouvait être agressé, tu lui demandes d'aller au commissariat, il te répond, mais il va aller faire quoi? Oui, c'est ça. Par contre, il y a un gros boulot qui était fait. Les gens passaient plus par les réseaux sociaux pour publier. C'est nous qui avons commencé. C'est nous qui avons commencé à faire les alertes comme ça. Et puis après, ils sont sortis de l'ODCI. Ouais. Ils ont construit. C'est la vérité, c'est ça. On faisait ça. Mais il a reconnu en plus. Non, Il a dit, non, hein. mais- En fait, non, nous sommes des frères, hein, on n'a même pas de problème. l'ODCI, c'est le père Ouais. Donc on a essayé de faire ça, puis après ils ont bien fait ce qu'on faisait comme ça. D'accord. Donc les alertes venaient sur les réseaux sociaux, voilà, de part et d'autre. D'accord. Et Observatoire libre de Côte d'Ivoire, ça vient aussi de ODCI ou pas? Oui, D'accord. tout ok. à fait. Tout le monde Mais non, c'est une vérité. Il y a eu une crispation Oui. parce que on essaye de modérer les gens qui sont très partisans, très militants, en fait. Parce que pour nous, on veut rester société civile. Mais il y a beaucoup de militants qui sont parmi nos membres. Donc à un moment donné, quand on modère les ardeurs de chaque groupe, ils ont tendance à partir pour monter des groupes autour de leur idéologie. C'est un peu comme ça Absolument. que ce groupe-là s'est créé. D'accord. Après, ils recréent l'adversité, mais ils partent parce qu'on modère un peu leurs ardeurs. D'accord. Alors Et que vous, il y en a essayez- eu beaucoup, hein. OLCI, c'est le dernier. Mais D'accord. sinon, il y Vous en a eu- essayez de faire le parfait grand écart, Non. j'imagine. Permettre à tout le monde de s'exprimer. Non, c'est plutôt une structure Non. gazeuse. C'est pas physique. Ah. Pour faire un grand écart, on est Ouais. un peu D'accord. voilà, comme l'atmosphère. D'accord. Le gaz, ça finit par péter aussi parfois. Non, sous de très, très, très haute pression, Oui. hein, en se transformant en liquide, puis après peut-être en magma, en D'accord. solide, puis en magma. Mais non. C'est quoi l'objectif à terme? Dans 5 ans, vous espérez que ça ressemble à quoi votre observatoire? Dans 5 ans, je vois une inclusion de la jeunesse active, objective, une démocratie apaisée, pratiquée, la bonne pratique démocratique, plus du tout de violence, parce que les gens sont habitués à échanger dans des débats adversaires. Voilà le but. D'accord. C'est d'enlever toute raison de pouvoir taper quelqu'un parce qu'on n'est pas de la même opinion. Voilà l'objectif. Pas Est-ce plus. que le taux d'analphabétisme n'est pas un frein finalement à cette ambition? Je vous confie une chose incroyable. Les Ivoiriens sont fantastiques. Ils arrivent, quand ils arrivent, on résiste beaucoup à ça. Ils arrivent avec beaucoup de fougue, beaucoup d'agressivité même, disons le mot. Mais ils sont sensibles, ils écoutent. Quand on leur parle, quand on explique bien, ils changent. Et progressivement, il y a un dialogue qui s'installe. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que votre plateforme, pour y aller, il faut savoir lire et écrire.
Bon, Votre il y a ambition, beaucoup de c'est gens qui écrivent très mal et qui font Ouais. tout ça, mais ils expriment des choses qui sont très précises. Je confirme. Hassan, dans 5 ans, je ne sais pas, Mais nous, peut-être développer une autre l'objectif, plateforme un peu voilà, plus... en fait, nous, plutôt, on souhaite que dans 5 ans, en fait, on veut voir que en Côte d'Ivoire, les services de secours puissent très rapidement réagir quand ils sont sollicités. D'accord. Donc aujourd'hui, ça marche déjà. On voit que les statistiques que nous avons, 80% des requêtes qui sont postées sur la plateforme sont prises en charge D'accord. très rapidement. Donc, Est-ce que vous comptez rester que de pure players, c'est-à-dire des personnes qui n'interviennent et ne travaillent que sur Internet, que sur... voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à envisager en marge donc, de cela? nous avons des projets Ouais. déjà sur Police Secours. Déjà, Police Secours, c'est sensibilisation, formation et assistance. Donc, nous sommes déjà constitués légalement avec une association. Demain, nous envisageons mettre en place un centre d'appel réel qui va exister où les gens pourront envoyer leurs requêtes qu'on va traiter. Donc, il y a des projets. Il y a des projets qui arrivent. Je pense qu'au-delà, dans quelques années, on verra comment ça pourra donner. D'accord. Pierre? Alors, c'est vraiment fantastique de voir comment ça fonctionne. Moi, j'ai déjà profité de la plateforme. Merci. Passeport perdu, retrouvé quelques jours après. Donc, c'est vrai que ça crée quand même une certaine solidarité, une certaine confiance. Et c'est un gros rôle à porter. Et moi, je voudrais déjà vous féliciter sur les initiatives. Et voilà, on espère qu'effectivement, comme vous dites, ça va permettre de recadrer les choses, d'améliorer le débat. Alors sur ODCI, par contre, qu'est-ce que vous prévoyez, par exemple, en période électorale, puisqu'on veut aller sur du débat d'idées, sur des échanges. Comme disait Cheikh, est-ce que c'est possible de transférer pour une journée ou deux ODCI dans une salle avec des gens qui viennent discuter d'idées? Est-ce que vous y avez pensé ça? Bien sûr, c'est un super projet. Et je pense qu'avec des partenaires comme vous, par exemple, on peut envisager de faire quelque chose de concret. En attendant, on va le faire sur des plateaux web TV faciles à mettre en place et tout ça. C'est prévu. On avait commencé, mais on a stoppé volontairement. Cette chose-là parce que le monde politique est sensible. On pouvait avoir l'impression qu'on était en train d'avoir une quête, une recherche de... Et moi, volontairement, j'ai arrêté toutes ces choses-là pour mieux encadrer ceux qui pratiquent la politique. Mais si on avait ouvert toutes ces vannes-là il y a 2 ans en arrière, on allait ressembler plutôt à des gens qui sont en train de vouloir concurrencer la classe politique. Donc c'est pour ça que, volontairement, on a diminué la cadence des réformes qui pouvaient nous amener du virtuel au réel. Alors, les obsèques de Didier Arafat ont été entourées, vous le savez, donc de faits graves, de violences et tout. Est-ce que, face à ces événements, vous avez mis sur pied une sorte de comité de crise pour gérer notamment le trafic de l'information? Parce qu'on avait véhiculé des messages et des gens qui annonçaient que ce n'était pas son corps, c'était pas ci, c'était pas ça. La suite et les conséquences, on les connaît. On avait suivi, on a effacé énormément de choses, mais c'est ce que j'explique. Il y a un poste qui arrive. On le supprime, mais il reste sur les machines. Même quand ils sont... Vous constatez, vous nous alertez, on supprime, mais il reste sur votre machine tant que vous ne remontez pas à la session. On était sur le pont presque 20 heures par jour. On était sur le pont. On a supprimé et on a un petit outil qui nous protège qui s'appelle ODCI Off, qui existe depuis 3 ans, où on stocke tous les postes supprimés avec les noms, les adresses et tout ça. Ça, c'est pour preuve. ODCI Off, c'est vraiment... l'enfer sur Terre. Si vous imaginez tout ce qu'on extrait et qu'on stocke, ça c'est la preuve qu'en temps réel, on a une veille qui élimine tout ce qui est nocif. Pour les obsèques de l'artiste Didier Arafat, nous, à chaque grand événement, on a un PC virtuel qu'on met en place, c'est-à-dire le 24 décembre, 31 décembre, et quand il y a un grand événement dans le pays, il y a un PC virtuel qu'on met en place. Donc, on avait un PC virtuel le jour des obsèques pour recevoir toutes ces informations-là d'autres sécuritaires qui allaient venir sur la plateforme. Nous avons été le premier forum à informer les autorités qu'en sanction, il y a profanation de la tombe en ce moment. Donc,
parce que les informations venaient, des gens étaient là, on avait des directs et tout. Donc, on a transmis ces informations au service de police qui était là. D'accord. Thierry Kofi, est-ce qu'il arrive parfois que les services de police, là je ne parle pas à Hassan, vous contactent pour avoir peut-être l'identité de celui qui est peut-être derrière un commentaire, Ils ont déjà un toutes avatar? les informations. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils n'ont pas besoin. La DITT, hein, Direction de l'informatique Oui, et des traces ils technologiques. travaillent très bien. Ouais. La RTCI qui est derrière, en fait, qui Ouais. régule tout ça, ils sont très équipés. D'accord. Le pays est géré à ce niveau-là. Nous, tout ce qu'on peut nous demander, c'est de sensibiliser nos membres à une D'accord. meilleure pratique. D'accord. Mais sinon, en vérité, ils sont très affûtés. Mhm. Ils suivent de près tout ce qui se passe. D'accord. Mais c'est important de mentionner, il faut que les gens le sachent. Tout ce qu'on publie, on est quand même responsable en premier ressort. Oui, on a Il assisté à notamment l'interpellation du pasteur qui faisait notamment son direct et qui a été interpellé en plein direct Facebook, qui tenait des propos qui n'avaient rien à voir avec le pastorat. Enfin, allez-y. Nous, par contre, la police nous appelle très souvent pour savoir qui a fait cette publication, mais c'est pour Bon, venir en aide. c'est pas politesse en fait. Sinon, Non, non, ils n'ont pas besoin de vous. C'est comme l'éléphant qui arrive chez vous la nuit. C'est juste Mais par respect. Sinon, s'il arrive en plein jour, Nous, c'est pas pour rien. interpeller la personne. Souvent, il y a quelqu'un qui est en détresse, qui dit, D'accord. on n'arrive pas à le joindre. Et très souvent, la nuit, il y a quelqu'un qui peut signaler un accident D'accord. dans un endroit quelconque. Et bon, les services de la DITT, s'ils doivent se mettre en marche pour retrouver la position. ils n'ont pas besoin de vous. Voilà. Les hashtags, ce sont lesquels? Info, accident, vol, enfant perdu, enfant retrouvé, D'accord. objet perdu, objet retrouvé, D'accord. plusieurs. ok. Thierry Kofi, j'imagine qu'il n'y a pas de hashtag. On écrit ce qu'on veut et puis bon. Non, il y a des hashtags, mais c'est en fonction des événements. Parce que nous, on réagit en fonction des événements. Par exemple, quand les gens vont voir cette émission-là, il y en a qui vont créer tout de suite un hashtag en fonction de NCI, ils vont le D'accord. créer sur place. OK. Nous, notre espace est souple volontairement, parce qu'il doit refléter les desiderata du plus grand nombre. Donc, on norme, mais a posteriori. On ne peut pas empêcher aux gens de s'exprimer librement, parce que c'est la vocation de ce qu'on fait. D'accord. Si je dis on écrit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, de 0 à 10, j'ai raison à combien Un individu lambda qui a fait moins de 3 mois sur l'ODCI, 70% vrai. Un D'accord. ODCiste qui a fait plus de 3 mois, qui a fait plus de 4 mois, 50%. Un D'accord. ODCiste qui a plus d'1 an, 10%. Parce qu'ils comprennent le bien fondé, après une longue période pédagogique d'incubation, ils comprennent le bien fondé de ne pas outrepasser sa liberté D'accord. individuelle. Mais c'est un vrai processus pédagogique et on a une vraie pression, on maintient une vraie pression sur les gens. Thierry Kofi, Hassan Koulibaly, merci d'être passé par la télé d'ici. Mais nous remercions Merci. votre télé. Très beau plateau, de belles personnes, un public chaleureux. Félicitations, c'est un très beau départ. Merci. On marque une pause. Il y a la pub. On sera rejoint juste après la pub par Priska Kwaku et Amon, qui sont des coachs en développement personnel. Qu'est-ce que ça veut bien dire cette affaire? Vous en saurez davantage dans quelques petites secondes seulement. À tout à l'heure. Retour sur le plateau de la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Changement de décor, ou devrais-je dire changement d'invité, changement de thématique. On va parler à présent de coaching. Alors apparemment, il y a différents concepts. Coach en développement personnel ou coach professionnel. Je n'en sais pas vraiment grand-chose, mais il n'empêche, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Priska Kwaku. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach en développement personnel. Oui. D'accord. Et juste à côté, donc, Amon, qui lui est coach professionnel tout court, président de l'association des coachs. Oui, professionnel, mais coach en marketing. Ah, d'accord. Très bien. Voilà. OK. C'est quoi un coach en développement personnel, Priska? C'est quelqu'un qui vous accompagne, tout simplement, pour atteindre vos objectifs. Moi, quand j'étais gamin, j'accompagnais ma mère au marché. Donc, je ne sais pas si c'est de ça qu'on parle. Ah non, non, non. D'accord, OK. Quand on dit accompagner, c'est aider la personne à déjà fixer ses objectifs, D'accord. définir son orientation, l'aider à clarifier sa vision et puis lui donner les moyens selon les ressources que cette personne a pour D'accord. atteindre un objectif donné. C'est pas prétentieux, ça, non? Pas du tout. Comment vous arrivez, vous, à savoir ce qui est bien pour l'autre? Ce n'est pas nous qui déterminons ce qui est bien pour l'autre. On aide la personne à trouver ce qui est bien pour elle-même. Donc, on lui donne des outils, D'accord. on lui donne des moyens, on met à sa disposition des moyens, des outils pour l'aider justement à trouver ses propres réponses. Parce qu'on considère que tout le monde a des ressources pour réussir, en fait. Comment on devient coach en développement personnel? En principe, on se forme. Donc, moi, je suis coach de vie certifié. D'accord. Donc, je suis allée à l'école durant 6 mois, comme ça.
Et on m'a formé, on m'a donné la méthodologie pour accompagner une personne. En principe, c'est comme ça qu'on devient coach. D'accord. Voilà. Est-ce que ça ne suppose pas qu'il faut en fait avoir un gros bagage d'expérience dans la vie pour prétendre être un coach? Un gros Ou une bagage, coach. je dirais pas, non, pas forcément. Mais juste avoir les outils qu'il faut pour accompagner une personne dans sa spécialité. D'accord. Parce que quand vous dites gros bagage, ça fait un peu trop large. Imaginons, est-ce que Mais vous j'ai une coachez pas- spécialité, Ouais. il y a quelque chose dans une situation, bien quelque chose dans laquelle j'ai de l'expérience, par exemple. Une toute petite chose, hein. Je ne sais pas, accompagner quelqu'un à savoir bien marcher, tout simplement. Et j'aide cette personne-là, je lui transmets en fait ce que je sais. Alors, j'allais vous demander quels sont vos domaines d'intervention. Ça va peut-être aider à mieux Moi, comprendre. principalement. Oui, principalement. Moi, je me spécialise dans la planification de vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je t'aide à définir tes objectifs et je t'aide à, par exemple, nous sommes en 2020. Oui. Et pour 2030, tu as une vision de qui tu veux devenir. Tout simplement, ce que tu veux, voilà, qui tu veux être. Et moi, je t'aide à définir tes objectifs sur cette dizaine d'années-là. Et chaque année, qu'est-ce que tu dois faire de sorte à ce qu'en 2030, tu sois là où tu veux être, exactement là où tu veux être. D'accord. Est-ce que je dois dire qu'un Donc, coach... c'est ça la planification. D'accord. Donc, quand je me réveille le matin, Ouais. qu'est-ce que je fais pour atteindre mon objectif de 1 an, de 5 ans, de 10 ans? D'accord. De telle sorte que mon temps soit utilisé de façon optimale. Que je D'accord. ne gaspille pas mon temps voilà, sur les réseaux sociaux, etc. Mais que j'utilise le temps que j'ai pour vraiment être la personne que je veux devenir plus tard. Est-ce qu'un coach en développement personnel est quelqu'un d'irréprochable? Pas du tout. Pas du tout. Parce que si vous me dites ou si vous me montrez ou me démontrez comment je dois me comporter pour atteindre tel objectif, ça suppose que vous en avez, primo, la connaissance. Oui, Deuxio, vous l'avez appliqué, vous l'avez expérimenté et tout va bien dans le meilleur des mondes. tout va bien, mais ça ne veut pas dire que je suis une personne irréprochable dans d'autres domaines. Voilà, la vie, il y a plusieurs domaines de vie. Mais dans la planification, j'ai l'expérience qu'il faut pour t'accompagner là où tu veux aller. Fais ce que je dis, ne fais pas Voilà, ce que je parce que- fais. Je Non, pas résume du bien? tout. Non, Pas rien à du voir. tout. C'est-à-dire que j'ai vécu, moi, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés dans ma vie. Donc, je D'accord. suis au stade aujourd'hui où je suis satisfaite de ma vie en tant que femme. D'accord. Et donc, par exemple, je me spécialise dans le coaching pour les femmes. Une femme qui veut aujourd'hui être là où je veux être, par exemple, voilà, avoir un bon boulot, trouver sa mission de vie, savoir où elle va dans sa vie, moi, je l'aide complètement à atteindre cet objectif-là. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que je suis une personne irréprochable, je n'ai pas de défauts, non, non, ce n'est pas ça l'idée. Régis, vous êtes coach en marketing. Oui. C'est quoi la bonne formulation? Coach en C'est marketing? coach en marketing, mais Ouais. je suis là surtout en tant que président de l'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire, D'accord. dont Prisca en fait partie. De quel marketing on parle? Marketing politique? Non, marketing d'entreprise, D'accord. marketing des PME spécialement. D'accord. Donc vous savez dire en fait à une entreprise pour réussir, voici le chemin par lequel il faut passer Pour vendre, pour vendre. voilà, pour D'accord. vendre, pour trouver des clients. Ok. Et ça marche? Oui, bien. Bien, ça marche. D'accord. Très Ça bien. marche. Pierre? Alors, est-ce que les clés du succès sont prédéfinies? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, à 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, il y a une méthode pour avancer? Ou alors est-ce qu'il faut les ajuster en fonction de chaque personne? Et puis comment se fait cette appréciation? Alors, il faut savoir que justement, le coaching, il est personnalisé. C'est ce qui fait ce métier. Il faut l'adapter à chaque personne que nous avons comme client. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une méthodologie qui est quand même éprouvée et qui est utilisée par chaque coach. Ensuite vient la personnalité du coaché, vient ses valeurs. On va adapter pour pouvoir atteindre son objectif. Le but, c'est que la raison pour laquelle il est venu, il faut qu'il puisse l'obtenir. Est-ce que c'est pas du capitalisme émotionnel? Je pose surtout la question à Madame Kwaku. Non, pas du tout. Parce que vous avez quand même en face de vous des gens qui sont, je ne vais pas dire en détresse, mais qui sont quand même, qui se sentent pas forcément bien dans leur peau, qui savent pas où ils se retrouvent. Et donc du coup, on se demande avec la montée des réseaux sociaux, avec tous ces nouveaux coachs, si vous profitez pas un petit peu de cette situation. Non, pas du tout. C'est pas du capitalisme émotionnel. Ce sont des personnes avec de vrais problèmes, de vrais besoins, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être aidés. En tout cas, pour nous qui faisons le coaching avec du sérieux. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes qui se sentent perdues.
qui ont besoin de se sentir rassurés. Aujourd'hui, tu peux trouver des personnes qui n'ont pas de personne à qui se confier, qui ne savent pas à qui demander conseil. Et qui C'est de la psychologie quelque part? Est-ce que vous êtes rattaché justement au domaine de la santé, géré comme il dit un psychologue, ou vous êtes rattaché à quoi? Parce que 6 mois, je trouve que c'est un peu court quand même. Non, c'est pas court du tout. Hein. Ça dépend des spécialités. Par exemple, si vous êtes un coach les coachs nutritionnistes, par exemple, ils sont rattachés au domaine de la santé. Voilà. Mais si vous êtes un coach sportif, vous êtes rattaché à la FIFA, au domaine du sport et tout ça. Donc, ça dépend de votre spécialité. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces coachs qui pullulent sur les réseaux sociaux? Même pas que sur les réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, dès que vous faites ça, il y a un coach à gauche, il y a un coach devant, il y a un coach. Attention, coach. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal. C'est normal parce que d'abord, le métier est nouveau. Le métier est nouveau. Et il faut dire que la Confédération de la Côte d'Ivoire fait que ce métier-là est un peu plus propice. Parce que le coaching demande quand même un gros bagage. Les Ivoiriens ont eu un gros bagage intellectuel et ils n'ont pas été exploités. Donc, ils se retrouvent avec quelque chose qu'ils ont dans le ventre qu'ils veulent faire sortir. Et le coaching, justement, pour ceux qui ont de l'expérience de vie et qui veulent capitaliser toutes ces connaissances, c'est un chemin qui est un peu plus facile pour eux. Quand vous avez un coach qui vous dit, écoutez, voici ce qu'il faut faire pour avoir un mari, ou voici ce qu'il faut faire pour garder un mari, et qui lui-même est peut-être à son 3e mariage, c'est cohérent ou pas? C'est pas cohérent, mais justement, c'est pour ça que nous avons créé une association. Oui. Pour pouvoir... Vous faites quoi, des enquêtes de moralité pour savoir qui rentre dans les critères ou pas? Non, dans un premier temps, il faudrait que chacun en soit tous ensemble et puis pouvoir canaliser avec un code de déontologie et tout ça. Donc, je profite justement pour dire que sur ce plateau, si vous voulez choisir un coach que vous avez vu sur les réseaux sociaux, la première des choses à savoir, c'est est-ce qu'il fait partie d'une association professionnel de coach. Ouais, peut-être qu'il n'est pas intéressé par votre association, mais il peut avoir un background irréprochable. Non, mais même s'il il n'est pas intéressé par notre association, les coachés, eux, ça leur permet d'avoir un point de recours. D'accord. S'ils sont homologués. Un point de recours. Parce que, imaginez, vous exposez votre intimité à un coach, et puis il va la diffuser dans le public. À qui vous allez vous en prendre? Vous n'avez pas de point de recours. Or, quand il fait partie d'une association professionnelle, c'est un peu comme un médecin. Même si vous ne le connaissez pas, vous avez confiance parce que vous savez que ce métier est réglementé. Si le médecin fait n'importe quoi ou bien il diffuse, il casse la confidentialité, il peut être sanctionné par une organisation qui est là. Alors, aujourd'hui, vous êtes coach en développement personnel et vous, président d'association. J'imagine que quand on suit plusieurs personnes, on a des schémas qui reviennent, d'habitudes de vie, qui empêchent d'avancer. Alors, c'est quoi ces schémas les plus courants? Qu'est-ce que vous constatez la plupart du temps? En tout cas, moi, avec les femmes, c'est le manque de confiance en elles-mêmes. Donc, des femmes qui ont grandi dans des situations familiales où elles n'ont pas forcément été aimées comme elles l'auraient souhaité ou acceptées ou valorisées, qui ont justement perdu confiance en elles-mêmes et qui ne savent pas prendre des décisions, qui ne savent pas faire des choix. Par exemple, quand elles veulent faire un choix, il faut demander à plusieurs personnes qui ne sont pas rassurées, même quand elles font ce choix-là. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus la confiance en soi. Donc, comment emmener cette personne-là déjà à croire qu'elle a la capacité de faire les choix qu'il faut pour sa vie, qu'elle a de la valeur, qu'elle a de l'importance. Parce que quand une femme n'a pas confiance en elle-même, elle se livre à trop de choses, en fait. Et ça devient très problématique. Donc moi, c'est beaucoup plus la confiance en soi pour faire des choix, pour prendre des décisions en se disant je veux atteindre tel objectif, je veux avoir tel diplôme, j'ai la capacité d'avoir ce diplôme-là. Je veux atteindre tel niveau de revenu, j'ai la capacité d'atteindre ce niveau de revenu. Pour moi, c'est beaucoup plus ça. Vous utilisez la PNL, programmation neurolinguistique? Non, pas du tout. J'utilise pas parce que ça, il faut une formation pour ça. Mais dans la formation que j'ai suivie,
On nous a donné des modules de PNL, mais je ne suis pas certifiée PNL, mais en tout cas, c'est des Pas outils encore. qu'on peut utiliser pour, voilà, D'autres domaines de accompagner. coaching. Alors justement, pour revenir sur la question du manque de confiance, des blessures émotionnelles, des fois, quand on parle en Côte d'Ivoire, quand on expose des problèmes, on dit « Ah, ben, je suis déprimé » ou « Ça, c'est des trucs de blanc ». Est-ce que vous pensez qu'on prend au sérieux ce genre de difficultés, ces blessures émotionnelles? Pas du tout, justement. Pas du tout. C'est un vrai problème? Un vrai problème, pas du tout. Mais c'est bon, On banalise, c'est bon pour votre business aussi. Ah ben oui. Vous avez des clients J'aime potentiels. pas quand ça Oui, dit comme ça, oui, ça c'est me les- met mal à D'accord, non, l'aise, ça c'est moi qui le dis, d'accord. Bon, Ça me ok. met mal à l'aise. Bon, vous mais- avez des Non, on vient personnes en combler, détresse. on vient combler un vide. On vient combler un vide. C'est ça, Ok. en On vient fait. combler un vide. Et en Côte d'Ivoire, il y a des domaines, vous avez parlé des blessures émotionnelles. Par exemple, quand vous avez un malade mental dans votre famille, vous êtes perdu. Les gens ne savent pas gérer ça en famille. Soit ils gèrent ça mystiquement, soit en tout cas ils sont à la détresse. Les problèmes de drogue, des jeunes qui s'adonnent à la drogue, c'est difficile aujourd'hui. Soit on se remet vers les hommes religieux parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Or, il y a des coachs spécialisés pour pouvoir régler le problème des enfants difficiles, des enfants qui se droguent, des enfants qui sont violents, des enfants qui agressent leurs parents. Et donc, à cet effet, certains ministères sont en train de nous approcher pour pouvoir travailler avec l'association de coaching pour pouvoir régler ces problèmes qui ont des vides sur le plan professionnel. Et comment vous trouvez parce que c'est comme le disait Pierre, c'est super tabou quand même en Afrique. Comment vous arrivez à trouver vos clients? C'est du bouche à oreille. Prisca n'aime pas le thème client. Hein. Vos patients. Même, non, c'est pire. J'aime pas. Ah non, client, il n'y a pas de clients, problème. c'est les Des gens Pas qui de ont problème. envie d'être coachés. Des Des personnes, coachings. moi j'utilise principalement les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé le coaching simplement en ouvrant un blog sur lequel j'expliquais mes problèmes de femme, les blessures de mon enfance justement. Et c'est en parlant de ces problèmes-là que certaines femmes se sont reconnues dans ce que je disais et ont demandé que je les accompagne. C'est comme ça que moi, mon aventure a démarré dans le coaching. Alors, on va parler méthodologie et cas pratiques. Je suis une jeune adolescente, même pas, une adulte de 27 ans. Ça va, j'ai jamais repris de classe, hein, tout va comme il se doit, sauf que tout ce que j'entreprends, rien ne marche en vérité. J'ai essayé à 2 reprises de me mettre avec un homme en espérant l'épouser, mais bon, ça a toujours capoté et tout. Qu'est-ce que je peux faire parce que je suis au bord du suicide? Pourquoi un homme forcément? Il faut un homme forcément. J'ai dit pourquoi un homme Ah, pourquoi un homme forcément? forcément? Je sais pas, c'est un cas pratique. Voilà. Vous faites donc, quoi? Plusieurs échecs. Donc, on essaie déjà de comprendre ta situation. Oui. Donc, tu m'expliques ce qui s'est passé et tout et tout. Et moi, je te demande, par exemple, selon toi, qu'est-ce qui est la cause de ces échecs répétés? Je ne sais pas, je pense que c'est une malédiction. Donc, explique-moi tes 2 relations amoureuses les plus difficiles, par exemple. Mais il y a un qui est venu, je lui ai tout donné. Je vais même présenter à mes parents et tout. Bon, enfin, après, le gars, après 3 mois, il s'est barré, sans autre précision. Le deuxième, par contre, il est arrivé, lui, il me faisait des cadeaux tout le temps. D'ailleurs, il offrait des cadeaux à mes parents. Je me suis dit, ah, mais tiens, voilà, je tiens le bon bout, j'ai l'homme qu'il me faut, c'est l'homme idéal. Et du jour au lendemain, il a disparu. Je sais pas où il est. Voilà. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, serait l'homme idéal, par exemple? Donc, on revient sur ton idéal, ta vision. On essaie de clarifier ce que c'est qu'un homme idéal pour toi. D'accord. Qu'est-ce Ok. qu'il fait? Comment est-ce qu'il te traite? Etc. Donc, on ne met pas écrit. D'accord. Voilà, de sorte à ce qu'on clarifie ta vision par rapport à ton choix. Parce que c'est sûr que si tu ne fais pas de bons choix, ou tu choisis toujours le même type de personne, tu auras toujours le même type de problème. D'accord. Donc, c'est quoi pour toi l'homme idéal? Donc, on essaie de clarifier cette situation. D'accord. C'est bon? C'est Et bon. puis après, maintenant, on se dit, On va donner la direction. on va maintenant fixer des objectifs. D'accord. Très bien. Où tu veux aller. Je comprends la démarche. Est-ce que l'idéal n'aurait pas été de dire, mais j'ai un cousin qui est pas mal, je peux vous le C'est ça, présenter? exactement. Non, peut être là, ça on va aussi. dans le conseil. Le coaching et le conseil, c'est pas Ah, le pareil. coaching et le conseil, c'est pas pareil. Ouais, D'accord. mais il y a une légère différence. Même si on peut être coach et puis consultant. On peut pas avoir On les peut deux être coach et casquettes. consultant. C'est quoi la différence entre coach et consultant? Alors, le coaching, il va plutôt vous pousser à faire ressortir les solutions qui sont en vous.
Le conseil, il va plutôt vous produire des idées, des solutions. Donc, ça vient par rapport au positionnement du coach. Voilà comment on fait les distinctions. Celui qui vous apporte la solution et celui qui vous emmène à produire des solutions de lui-même, ça sera la différence entre coaching et puis voilà. Il y a des distinctions. Donc le coach peut donner des conseils par rapport à une situation, mais il n'est pas conseiller. Il n'est pas conseiller, c'est pas son métier. Parce que l'idée, c'est de faire sortir les réponses en toi-même. On dit souvent que le premier pas vers la guérison, c'est d'admettre qu'on est malade. Tout à fait. Non, mais Tout à fait, simplement. Oui. on va le rapprocher de votre sujet. Est-ce que de se dire j'ai besoin de quelqu'un pour me guider, c'est déjà un premier pas qui facilite les choses. Et quand c'est fait, en deuxième partie, vous venez de le dire, c'est une mise à nu. Il faut expliquer ses problèmes. Est-ce que là, ça ne bloque pas? Est-ce que les gens arrivent à se confier, à faire tomber les barrières, à se libérer? Est-ce que vous avez tous les outils finalement pour comprendre les personnes? Absolument, absolument. Dès que la personne fait la démarche de venir voir un coach, c'est que la personne accepte le fait de pouvoir tout dire au coach. Parce que si tu ne me dis pas tout, je n'ai pas les outils qu'il faut pour t'aider. Donc généralement, il n'y a pas de problème à ce niveau. Le problème, c'est prendre la décision d'aller vers le coach. C'est là qu'il y a souvent des blocages. Mais dès que la personne est venue vers toi, vers le coach, ça passe, tout part de lui-même. D'accord. On va marquer une pause. On va revenir à Pierre tout à l'heure, juste après la pub, qui poursuivra donc avec ses questions. On se retrouve dans quelques petites secondes seulement. De retour sur le plateau de la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est toujours en compagnie de Priska Kwaku et de Régis Hamon. Avec eux, on parle de coaching, coaching en marketing d'un côté et coaching en développement personnel de l'autre côté avec Priska. Et Princesse Pierre, qui avait donc une question juste avant la pub. Alors, ce n'est absolument pas une science exacte. Tous les cas ne marchent pas. Comment on gère avec un client qui n'est pas satisfait du coaching? Un client qui n'est pas satisfait du coaching, mais c'est comme n'importe quelle entreprise ou bien quand vous venez voir un cabinet, soit vous revenez vers votre coach, parce qu'il peut y avoir plusieurs séances. Il peut y avoir plusieurs séances de coaching. À la première séance, on peut ne pas atteindre les objectifs et puis vous renouvelez le contrat pour une seconde séance. Maintenant, au cas où ça se passe mal, je reviens encore à l'importance d'appartenir à une association de coaching. Vous pouvez écrire et puis poser votre plainte à l'association de coach pour dire que ça s'est mal passé. Je pense que j'ai été arnaqué et en ce moment-là, on pourra prendre Non, vous avez une obligation de moyens de résultats. De moyens. De moyens. De moyens. On a une obligation de moyens. D'accord. Parce que 90% des résultats sont produits par l'effort du coaché. D'accord. Dans votre association, sont-ce uniquement des personnes qui ont des diplômes en coaching ou Non. il suffit d'être un bon orateur, un bon blagueur et tout ça? Non, pas du tout. Il suffit de vouloir être coach. Il suffit de vouloir être coach. Ça complique l'équation D'avoir par cette contre. volonté d'accompagner des personnes, d'être un transformateur de vie. Oui. D'avoir juste cette volonté-là. Ça- Et vous rejoignez Vous l'association. savez ce qu'on appelle les VI, les vendeurs d'illusions? Oui. Oui, C'est des gens qui plaisantent bien, qui parlent bien et tout. Est-ce qu'ils peuvent adhérer à cette association? Oui, mais il ne veut pas être coach. Et puis, Oui, mais savoir parler, il y a un code de déontologie du métier. Oui, mais vous savez, savoir parler, savoir blaguer, ça apaise les cœurs Oui, aussi. en principe, Non, mais c'est pas ça, le coaching. on est La preuve, il y a tenu- plein de lieux de savoir prière blaguer. qui naissent dans Non, des c'est endroits pas de ça, le fortune. Je suis tout à fait Ah, c'est d'accord. pas ça le coaching? Ah, pas Non. du tout. Non, c'est pas ça Ah, le non, coaching. non, non. Non, j'ai rien C'est pas compris ça. alors. Il ne s'agit pas de blaguer. En fait, il y a un code de déontologie qui nous permet en fait de pouvoir... Déjà, je vous donne un exemple. Dans le code de déontologie de coaching, Ouais. on ne doit pas dire quelque chose qui n'est pas vrai ou qui n'est pas prouvé scientifiquement. Il faut éviter de pouvoir orienter les gens sur on va dire, dans des domaines qui sont vagues et qui ne vous engagent pas. Mais Il y a quand même un minimum. ouais, mais c'est un peu discutable. Moi, je peux Oui, peut-être c'est prendre une discutable. référence de mon arrière-grand-père pour étayer mon argumentaire. Oui, Il ne faut pas contester cela. on ne peut pas contester cela, mais il faudrait que votre grand-père ait vraiment existé. Bon, je vous donne Ce la n'est pas du citation. mensonge. Voilà, c'est différent. Le vendeur d'illusions, Oui. il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Mais Là, comment vous pouvez utilisez- vérifier que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est compliqué, ça. Non, c'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué. C'est comme pour n'importe quel métier. Oui. À partir du moment où il y a une plainte, ça nous permet de détecter qu'il y a eu un écart. Et donc, en ce moment, on va aller vérifier. Oui. Mais écoutez, Monsieur Cheikh Ivan, vous avez dit que vous aviez un grand-père. Mais on se rend compte que nous, à l'association, quand on vérifie, vous n'avez pas de grand-père. Non, mais parce qu'il n'est plus en vie. Ah, mais s'il était en vie, au moins, il a existé. Oui.
il a existé, il y a des traces. En fait, j'essaie de souligner surtout le volet très abstrait, enfin, de ce que vous faites. Hein. Évidemment, on ne dit pas que ce que vous faites n'est pas bien ou pas. Mais je veux dire, il y a quand même une dimension qui ne sort pas forcément des écoles, qui ne sort pas forcément des 6 mois de formation et tout, qui peut naître peut-être de la grande expérience ou des choses qu'on a héritées peut-être de plusieurs générations et tout. Alors, enfin, il faut comprendre, il faut dire que le monde scientifique sera plus ou moins un peu en désaccord avec le métier de coaching. Mais c'est pareil, hein, dès que le coaching est venu, déjà même dans le monde du football, il y avait le même débat. Est-ce qu'un coach d'une équipe nationale devait être absolument un joueur de football ou bien quelqu'un qui a été brillant? Mais dans les faits, il s'est avéré que les meilleurs coachs de football n'étaient pas forcément des champions. Parfois même, n'ont même pas exercé le football en tant que professionnel. Donc, petit à petit, ce n'est pas les résultats qu'on va finir par prouver que le métier est concret, il arrive à changer la vie des gens, il arrive à pouvoir atteindre des résultats, et puis on va finir par donc, on peut être un grand théoricien et être donc un bon coach. Pas un grand théoricien. En d'autres mots, en d'autres termes, même si on n'a pas été confronté à certaines situations dans la vraie vie, on peut peut-être se prononcer et orienter. Exactement. D'accord. Exactement. Merci d'être passé par la télé d'ici, Prisca et Régis. Merci. Vous voyez que ça passe très vite. Hein? C'est pas comme le coaching qui demande qu'on prenne beaucoup de temps. Exactement. Et tout. Merci d'être passé, mais vous restez avec nous tout à l'heure. Il y a le live sur la scène de la télé d'ici. On marque une pause. Il y a la pub, on revient juste derrière. Merci. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. On va évidemment remercier l'association des jeunes de Yopougon et l'Institut Léopold Sédar Senghor d'Abobo qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission et qui nous aura donc fait profiter de sa chaleur right now sur la scène de la télé d'ici. Andy qui lui donc est sous l'influence notamment du blues, du gospel. Ce soir, il nous reprend coup sur coup un Africain à Paris de Tikenja et The Greatest Love of All. Une grosse performance de Whitney Houston. Je trouve que c'est un choix quelque peu osé. Mais ce soir, Andy est sur la scène de la télé d'ici et il tient absolument à relever ce défi. Il est flanqué dans le band par Kevin au piano, par Vivien à la batterie, Enoch à la guitare basse, Geoffroy à la guitare solo et au chœur Daphné, Andy et right now sur la scène de la télé d'ici. À demain, take care. Je pense à toi, je t'écris de 3 étoiles à Cachan. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble en survie. On ne manque presque de rien. Ce n'est ni l'enfer, ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Ils nous ont promis des places, mais c'est pas la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Kakakakada. C'est un oiseau nommé Kada. C'est un oiseau nommé Kada. En attendant que l'oiseau s'envole, des mémoires au doigt de fée. On tourne autour des casseroles, au soleil, au goût de ma feuille. Oh, yo, 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 oh, oh, oh. Un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, yo.
suis votre coach musical maintenant. On y va. Après moi, vous dites Woyo, woyo, yo, yo. Woyo, woyo, yo, yo. Woyo, yo, yo. Woyo, yo, yo. Woyo, woyo, yo, yo. Je suis africain à Paris. Je suis africain à Paris. Bien que j'ai un chapeau, je suis africain à Paris. Avec mon kimono, je suis africain.